Bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel de ce mois de décembre qui clôtureront cette année 2025. Nous débuterons avec la plus spectaculaire pluie d'étoiles filantes de l'année, à savoir les Géminides, qui atteindront leur pic d'activité le 14. Nous poursuivrons avec la comète 3I Atlas, qui s'approchera au plus près de la Terre le 19. Le 22 décembre, un autre essaim météoritique attirera notre attention, bien qu'il soit moins intense que celui des Géminides, celui des Ursides fera le show dans le ciel durant ce mois également. Puis, nous nous dirigerons vers la planète Jupiter pour vous présenter les transits de plusieurs de ces lunes qui auront lieu vers la fin du mois. Avant de commencer, eh bien, je souhaite la bienvenue donc, à nos amis Mathieu et Robin qui vont pouvoir nous détailler ces événements et nous partager bien sûr leurs conseils d'observation. Nous allons donc commencer avec ce premier événement qui a lieu le 14 du mois, donc le maximum d'activité de la pluie des Géminides. C'est vrai qu'on en parle chaque année et à juste titre puisque comme je le précisais, c'est l'un des plus intéressants de l'année avec un pic très élevé. Alors, Robin, peux-tu nous rappeler où se trouve déjà bien cet essaim et puis comment on peut se préparer au mieux pour l'observation? Ouais, bah alors comme tu l'as dit, Nathan, les Géminides, c'est vraiment une pluie d'étoiles filantes phare finalement de l'année, et particulièrement de l'hiver. C'est vrai que c'est une des plus belles pluies d'étoiles filantes après les Perséides en été. Et la particularité des Géminides, c'est que contrairement à la plupart des essaims d'étoiles filantes, comme les Perséides par exemple, eh bien, les Géminides, elle est liée à une comète. Elle n'est justement pas liée à une comète, mais elle est liée à un astéroïde. L'astéroïde, il s'appelle le 3200 Phaethon. Et donc, c'est pas commun parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que l'astéroïde Phaethon, alors j'espère que je le prononce correctement, mais Mhm. c'est ce qui se passe, c'est que c'est un astéroïde qui est géocroiseur de la Terre, c'est-à-dire qu'il entre dans l'orbite de la Terre. Et donc, quand il va arriver à proximité du Soleil, eh bien, un petit peu de la même manière qu'une comète, eh bien, il va émettre des particules, des poussières dans l'espace, notamment à cause de la chaleur du Soleil et puis de son rayonnement. Et donc, comme la Terre, elle va croiser cette orbite, comme cet astéroïde est géocroiseur, eh bien, à une période de l'année, généralement c'est toujours en décembre, eh bien on va avoir cette pluie d'étoiles filantes qui est issue de petites poussières. Donc voilà. Pour se donner un ordre d'idée, ça peut être des poussières de l'ordre de la taille d'un grain de sable, donc c'est très petit. Mais comme ça rentre dans l'atmosphère à très très haute vitesse, on parle ici de près de 35 km par seconde, eh ben, ces petites poussières, elles vont très vite s'échauffer avec la friction dans l'air et donc former ces traînées lumineuses qu'on peut voir sous un beau ciel sombre. Donc, particulièrement intéressant, ce pic sera visible du 13 au 14 décembre dans la constellation des Gémeaux. Pareil, c'est une constellation qui sera assez basse sur l'horizon, notamment en début de nuit. Euh, alors le radian, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'endroit d'où sembleront provenir toutes les étoiles filantes et en l'occurrence pour les Géminides, ça sera juste à côté de l'étoile Castor. Donc dans les Gémeaux, il y a Castor et Pollux. Eh bien, il faudra repérer l'étoile Castor. Donc pour observer les étoiles filantes, c'est un peu toujours la même manière. Il faut bien observer soit en direction du radian, soit n'importe où dans le ciel finalement. C'est qu'une histoire de chance. Euh, Vous habiller chaudement aussi. Alors à l'œil nu, ça sera relativement facile puisqu'on attend plus ou moins, faut compter plus de 75 météores par heure, donc c'est très très important. Donc voilà, si vous vous mettez quelques minutes, voire si vous êtes courageux avec le froid, quelques dizaines de minutes allongés dans l'herbe ou dans un transat, habillé bien chaudement, vous aurez certainement l'occasion de pouvoir voir ces magnifiques pluies d'étoiles filantes. Et puis si vous êtes vraiment motivé, vous pourrez aussi essayer de tenter des photos au grand angle
avec la constellation d'Orion qui sera à l'opposé. On a déjà vu pas mal de photos, enfin moi personnellement, j'ai déjà vu pas mal de photos avec des compositions intéressantes passées, comme ça avec les Géminides. Voilà, donc rendez-vous dans la nuit du 14 décembre pour en prendre plein les yeux. Alors, nous poursuivons avec cet événement qui a lieu le 19, hein, c'est la comète 3I Atlas qui s'approche au plus près de la Terre. Alors, c'est une comète que l'on ne connaît peut-être pas beaucoup puisqu'elle a été découverte depuis peu. Donc, Mathieu, bien, je me tourne vers toi pour nous la présenter et puis nous indiquer s'il nous est possible de l'observer. Ouais, alors, je vous le dis tout de suite, quand on parle du fait qu'elle passe au plus près de la Terre, ça veut quand même dire 269 millions de kilomètres. C'est assez conséquent. Pour bien vous représenter la chose, en fait, la comète est quasiment 2 fois plus éloignée de nous que ne l'est le Soleil. Donc c'est pas si près que ça, mine de rien. Et pourquoi on parle de 3I Atlas? Eh bien tout simplement parce que c'est une comète symbolique. Une comète dans dans la définition même de sa nomination, on va essayer de, si vous voulez, de disséquer cela ensemble. Alors d'abord, Atlas, pourquoi ce terme d'Atlas dans sa nomination? Tout simplement parce qu'en fait, la comète a été découverte par un réseau de télescopes qui est financé par la NASA sur les îles d'Hawaï et qui a pour mission de détecter tout objet mineur du système solaire, enfin qui se rapprocherait dangereusement de la Terre, donc autrement dit qui représenterait une menace pour la Terre. Et donc la comète 3I Atlas a ainsi été découverte, cela fait maintenant quelques mois, je n'ai pas noté d'ailleurs la date précise, mais ça fait déjà quelques mois alors qu'elle avait une magnitude de plus 18, donc une magnitude quand même relativement très basse. Alors, elle est déjà passée au plus près du Soleil, cette comète, le 29 octobre, à 202 millions de kilomètres. Et sa magnitude va maintenant décroître rapidement. Alors, ce 28 novembre, au moment où on enregistre, elle est de plus 11, alors qu'elle se trouvait en dessous de plus 10 à la mi-novembre, donc elle était dans une meilleure situation. Ce qui veut dire évidemment qu'il faudra la pointer le plus tôt possible. J'en reviens au symbole que représente la comète Atlas, parce que je vous ai parlé de sa découverte, le réseau de télescopes qui l'a découvert, donc Atlas. Maintenant, pourquoi 3I? Eh bien, tout ça, le I signifie simplement interstellaire. Ça veut dire que ce n'est pas une comète banale, ça n'est pas une comète qui fait partie intégrante de notre système solaire, qui appartient à notre système solaire, comme l'est la plupart des comètes que l'on a l'habitude de vous présenter ici dans ces éphémérides du ciel, mais c'est une comète qui vient bel et bien de l'extérieur de notre système solaire. Voilà. Alors, est-ce une comète galactique? Est-ce une comète extragalactique? Là, je ne rentrerai pas dans le détail. Probablement que même les spécialistes ne savent pas vraiment l'origine de cet objet. Le chiffre 3 maintenant, pourquoi 3I? Alors, on a compris que I, c'est interstellaire. Eh bien, en fait, 3 parce que c'est la troisième comète ou troisième objet de type cométaire que l'on découvre qui est de ce type, c'est-à-dire qui est interstellaire et qui n'appartient pas à notre système solaire. Je ne me souviens plus si on avait déjà évoqué ces noms précédemment dans nos éphémérides du ciel. En tous les cas, je vous les redonne pour rappel. La première comète jamais découverte et identifiée comme étant interstellaire s'appelait Oumuamua et la deuxième s'appelait Borisov. Voilà. Alors, comment sait-on que cette comète n'appartient pas à notre système solaire? Parce que vous vous posez peut-être la question. Eh bien, d'abord par son déplacement qui est extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que ne devrait l'être une comète qui, arrivant des confins du système solaire, par exemple, s'approcherait du Soleil, puis ensuite retournerait dans les confins du système solaire. Là, on a un déplacement qui est très rapide, aussi bien à grande distance du Soleil qu'à courte distance du Soleil. Donc, on n'a pas une accélération énorme comme on devrait l'avoir sur une comète classique qui appartiendrait au système solaire,
qui accélérerait à grande vitesse en faisant un espèce de dérapage autour du Soleil lorsqu'elle atteint son périhélie, hein, tout simplement, puis ensuite qui ralentirait au fur et à mesure, par effet gravitationnel avec le Soleil, au fur et à mesure eh bien, qu'elle retournerait dans le nuage d'or, tout d'où elle provient. Donc là, on a effectivement une très faible amélioration, une très faible accélération au moment où la comète passe près du Soleil, mais en fait, le déplacement reste très rapide de bout en bout lorsqu'on suit la trajectoire. Donc déjà, c'est un premier indice pour dire que la comète vient probablement pas du système solaire, mais d'au-delà. Le deuxième indice, c'est sa trajectoire, qui est hyperbolique. Autrement dit, sa trajectoire ne forme pas une boucle. Elle est complètement ouverte. Donc elle vient d'une direction, elle s'en va dans une toute autre direction et elle ne reviendra jamais à sa position d'origine. Donc ça, c'est un autre indice qui nous permet de dire que cette comète ne vient pas des confins de notre système solaire. Alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre pour cette comète Atlas? Eh bien, à une magnitude qui sera probablement supérieure à plus 12 en ce mois de décembre, alors qu'elle s'éloigne finalement du système solaire interne et qu'elle va arpenter les constellations de la Vierge et du Lion. Bon, elle est observable en seconde partie de nuit, donc c'est plutôt pour les lève-tôt ou les couches vraiment très tard, et possiblement à partir d'instruments d'au moins 200 mm d'ouverture, voire plus, hein, sous un ciel bien dégagé et non pollué. Alors côté photo, je ne suis pas un spécialiste de la chose. J'imagine que en grand champ, la comète ne doit pas être accessible. Par contre, probablement qu'au foyer d'un bon instrument, avec une grosse focale et une grosse ouverture, la comète sera peut-être encore accessible relativement facilement en ce mois de décembre, alors que sa magnitude s'abaisse. Bon, pour cette comète, prochain rendez-vous le 16 mars 2026 avec Jupiter, qu'elle manquera de peu, puisqu'elle passera à 54 millions de kilomètres de la géante gazeuse. Voilà, d'accord. Bah, merci de nous avoir fait donc connaître cette comète. Et donc, eh bien, vous pourrez toujours tenter de l'observer. Le 21, eh bien, nous arrivons à la saison hivernale, puisque ce sera le solstice d'hiver. Effectivement, eh bien, les nuits sont de plus en plus longues. Et donc, eh bien, vous aurez bien sûr l'occasion eh bien, d'observer plus longuement les étoiles en vous couvrant bien, évidemment. Le 22 décembre, c'est le maximum de l'essaim météoritique des Ursides. Alors, cette pluie de météores, elle est active du 17 au 26 décembre et donc atteint son pic le 22. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année pour le maximum? Alors déjà, peut-être que ces ursides vous font penser à la famille des ursidés. Vous savez, ces fameux mammifères carnivores bien connus sur notre plancher des vaches. Eh bien, sachez que ce n'est pas un hasard si les ursides se retrouvent aussi sur la voûte étoilée, puisqu'en fait, la zone d'où semblent provenir les étoiles filantes associées, eh bien, est située dans la constellation de la Petite Ourse, une constellation bien connue en astronomie, puisqu'elle abrite notamment la fameuse étoile polaire. Alors, ces ursides, eh bien, c'est aussi un symbole en ce mois de décembre, puisque c'est la toute dernière pluie de météores de l'année. Alors, comme vous le savez déjà, une étoile filante n'est bien souvent autre chose qu'une poussière qui est relâchée par une comète de passage près de la Terre et qui va finir, eh bien, tout simplement par rentrer en contact avec notre atmosphère suite au déplacement de la Terre sur son orbite autour du Soleil, bien évidemment. Alors sachez que la comète donc, qui est à la source de ces étoiles filantes ursides s'appelle 8P Tuttle. Sont attendus donc 10 météores par heure dans la nuit du 21 au 22 décembre, même si l'activité peut en fait s'étendre du 17 au 26 décembre dans son ensemble. Alors pas besoin d'instruments, l'œil nu suffit, et embrasser du regard eh bien, un maximum de portions du ciel étoilé pour pouvoir essayer d'en apercevoir quelques-unes. Voilà. Sachez que
ce 22 décembre, donc cette nuit du 21 au 22 décembre, eh bien, nous serons environ 2 jours après la nouvelle lune. Donc côté lune, on sera tranquille. Pas de pollution lumineuse, en tout cas de ce côté-là. Voilà donc une deuxième occasion de pouvoir observer des étoiles filantes ce mois-ci. Enfin, nous allons terminer avec cet événement qui a lieu donc dans la nuit du 24 au 25. C'est le transit simultané sur Jupiter. Alors, Robin, quelles lunes précisément de Jupiter passeront devant la planète cette nuit-là, et puis comment on va pouvoir l'observer au mieux? Alors pour répondre très brièvement, Nathan, ça sera Io et Europe. Mais alors pourquoi on peut s'attendre à voir Io et Europe passer devant la Lune et quelles vont être leurs conséquences? En fait, ce qui se passe, c'est que la planète Jupiter, elle a des lunes qui s'appellent les lunes galiléennes. Les plus connues sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. En fait, quand elles passent devant, et notamment plutôt devant le Soleil, entre le Soleil et Jupiter, eh bien, elles vont former des ombres à la surface de la planète gazeuse. Et donc, ces ondes qui vont se projeter, nous, on va pouvoir les observer depuis la Terre. Alors, il faut être dans la bonne configuration dans notre système solaire pour pouvoir voir ce genre d'ondes, hein. Euh, mais en l'occurrence, dans la nuit du 24 au 25 décembre, vous aurez l'opportunité de voir deux transits de lune, enfin de deux lunes galiléennes sur la surface jovienne, notamment le 24 décembre au soir à partir de 18 heures à peu près, hein, donc au moment où vous pourrez commencer à observer Jupiter, eh bien vous pourrez aussi observer le transit directement sur sa surface et ça sera la lune Io qui passera devant. Et donc en fait, on verra Io et Callisto et donc une de ces lunes projettera son ombre sur la surface. Et donc ce que vous verrez, si vous avez un télescope, un petit télescope amateur de 900 mm de focale, c'est suffisant, ou même une lunette astronomique avec un grossissement suffisant, et vous permettra de discerner, de résoudre cette tâche, cette ombre sur sa surface. Et si vous êtes un peu plus courageux, et que vous voulez faire nuit blanche entre le 24 et le 25, eh bien, vous pourrez observer une seconde ombre qui se projettera à l'aube, enfin à l'aube, vers la deuxième partie de nuit, entre 1 heure et 3 heures du matin. Et cette fois-ci, ça sera l'ombre de Europe. Donc voilà, encore une fois, si vous avez un télescope amateur avec un petit peu de focale, vous pourrez discerner ces ombres-là. Mais n'oubliez pas de vous, encore une fois, vous habiller chaudement et puis d'aller consulter Sky Safari ou Stellarium sur votre application mobile pour être sûr et certain de l'endroit et les heures exactes en fonction de votre localisation où se dérouleront ces événements-là. Voilà donc un événement encore intéressant ce mois-ci. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit donc des pépites du mois. Et donc, nous allons commencer par celle que tu as choisie, Mathieu. Donc, vers quoi te diriges-tu? Eh bien, observez Saturne en ce mois de décembre. La quadrature approche et les conditions d'observation eh bien, vont devenir plus difficiles après cela. Et vous avez notamment une occultation du satellite Mimas par Dionée le 9 décembre, entre 22h37 et 22h38, heure locale, je précise. Mais l'exercice restant ardu, je vous en propose un autre, de loin plus simple quand même. Il s'agit du transit de Titan devant Saturne. Le genre de truc que si vous loupez, bon bah vous devrez attendre 15 ans avant de pouvoir vous rattraper. Alors le 6 octobre dernier, pouvait-on encore voir tôt le matin à la fois Titan et son ombre portée passer sur le disque saturnien? Alors depuis, l'ombre portée de Titan, bah, c'est fini, on ne peut plus la voir, mais vous avez encore jusqu'au 25 janvier prochain pour apercevoir la lune Titan passer devant le Seigneur des Anneaux. Alors avec un transit
tous les 15 jours, environ 15-16 jours. Il n'en reste plus que 4 à saisir si vous faites le calcul. Et en ce mois de décembre, eh bien, ce sont les soirs du 8 et du 24 décembre. Donc le moment est rare et magique. Titan ayant un albédo 3 fois moins élevé que Saturne, mais en fait c'est un confetti très sombre qui mettra près de 6 heures à passer d'un bord à l'autre du disque saturnien. Autrement dit, vous avez le temps, mais attention, il ne vous reste plus que 4 chances. Voilà, c'est ça. Alors ne la loupez pas. Nous allons maintenant passer à la pépite que tu as choisie, Robin, ce mois-ci. Donc pareil, vers quoi te diriges-tu? Alors moi, je me suis intéressé à une curiosité que j'ai découvert dans une photo de Voie lactée que j'ai réalisée. Ben, ça doit être d'ailleurs la photo du mois dernier. Et en fait, j'ai remarqué une sphère, une boule rougeâtre au-dessus de la célèbre nébuleuse Rho-Ophiuchi, où il y a enterré ces nombreux amas d'étoiles, qui est très très connu, mais c'est pas de ça dont je vais parler, c'est de la sphère mystérieuse qu'il y a au-dessus. Donc je me suis dit, cette sphère-là, elle est quasiment aussi grosse que Rho-Ophiuchi, qui est déjà une énorme nébuleuse, qui est très magnifique. Mais donc, cette sphère est gigantesque en fait. Elle fait plusieurs dizaines de fois la pleine lune. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être pour que ça soit aussi gros? Ah, au début, j'ai pensé à une simple nébuleuse. Ensuite, je me suis dit peut-être une nébuleuse planétaire. Mais dans ce cas-là, pour qu'elle fasse cette taille, elle doit être vraiment très proche. Et c'est pas un mauvais raisonnement que j'ai eu. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, puisque c'est pas du tout une simple nébuleuse comme on a l'habitude de le penser, c'est-à-dire une zone de formation d'étoiles, mais une étoile, en fait, qui est responsable de cette énorme boule de rougeâtre. C'est l'étoile Zeta Ophiuchi, qui en fait, déjà d'une part relativement proche à l'échelle de l'univers, et la particularité de cette étoile-là, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails qui décrivent cette étoile, mais sa particularité, c'est qu'initialement, elle est issue d'un système planétaire double, un système double, et donc ce système a été déstabilisé, et cette étoile s'est mise à errer dans l'espace suite à la supernova de sa compagne. Donc, depuis un certain nombre de temps, cette étoile se met à voguer dans l'espace interstellaire à une vitesse plutôt importante. Et en fait, comme elle rayonne de la matière autour d'elle, eh bien, elle va aussi rayonner et exciter le gaz dans son sillage. Parce qu'elle est très proche, hein, elle est dans une zone, ça s'appelle une région H2 où il y a beaucoup d'hydrogène. Et cet hydrogène, quand il est excité par des rayonnements, notamment d'étoiles très énergétiques, eh bien, il va émettre une longueur d'onde. C'est une longueur d'onde qui est très connue des astrophotographes, c'est l'hydrogène H-alpha. Et donc, c'est ce qu'on voit finalement, cette sphère, cette boule. C'est les résidus du déplacement de cette étoile dans l'espace. Euh, si on zoome suffisamment sur l'image, on verra que en réalité, il s'agit de d'ondes de choc qui structurent et forment la matière et l'hydrogène en fonction du rayonnement de l'étoile. Donc j'ai trouvé ça vraiment fascinant parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Eh bien, merci beaucoup, Robin, de nous avoir partagé ce magnifique objet du ciel. Nous terminons maintenant cette émission avec cette image de la planète Neptune prise en ultraviolet, et donc par notre astronome amateur Mathieu, et ce, malgré un vent soufflant assez fort venant du nord-est. En tout cas, nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis une nouvelle fois pour ces éphémérides de décembre. Nous espérons bien sûr que vous allez pouvoir profiter de ce mois-ci pour faire de belles observations et passer ainsi de belles nuits. Nous nous retrouverons donc bien sûr le mois prochain pour le partage de nouveaux phénomènes astronomiques. Et en attendant, nous vous souhaitons un bon ciel à toutes et à tous.